Salut tout le monde, bon mardi et bienvenue au balado de tennis à la volée. Comme d'habitude, les deux Maxime en studio aujourd'hui pour discuter de tout ce qui se passe dans l'actualité tennis. Salut Max. Ça va bien? Ça va toi? Yes. Quel début, Max, inattendu pour la saison de terre battue. Ma foi, on attendait les deux premiers joueurs mondiaux, mais il y a eu des surprises qui ont été créées. Il y a un certain Fabio Fognini qui avait d'autres idées. Je pense que le mot est bon, Max. Inattendu. C'était impossible de prévoir vraiment qu'est-ce qui allait se passer, du moins à la finale, quel allait être le scénario en soi. Comme tu l'as dit, on attendait évidemment les deux ténors, Rafael Nadal et Novak Djokovic, et on espérait peut-être un avant-goût pour Roland Garros qui s'en vient tranquillement. On voit justement ces genres de confrontations qui se mettent en place, puis on se dit, est-ce qu'on va avoir le premier avant-goût justement cette saison sur terre battue? Qu'est-ce qui va se passer avec Djokovic qui revient d'une saison un peu plus, pas une saison, mais une période un peu plus difficile sur surface dure, pas connu nécessairement le succès qu'il voulait, évidemment. On se rappelle Indian Wells et Miami. Même chose du côté de Rafael Nadal qui, lui, revient d'une blessure, donc plus compliqué. On se demande où ils en sont. On a eu un avant-goût déjà des réponses. Je ne sais pas si c'est exactement ce qui va se passer pour la suite de la saison sur terre battue. Mais on a eu droit à toute une surprise. Et évidemment, tu l'as mentionné, Fabio Fognini, lui, qui parvient à rafler son premier titre en Masters 1000 à 31 ans. Une belle victoire de main pour l'Italien. Et contre Dusan Lajovic, qui a lui aussi été une des surprises du tournoi. Là. On attendait un autre Serbe, disons, pour se rendre aussi loin dans la compétition. Mais finalement, ça a été Dusan Lajovic qui s'est rendu jusqu'en finale. On aura l'occasion, évidemment, de reparler amplement de ce tournoi-là. On va aussi parler de la Coupe Fed parce qu'il y a eu des rencontres du groupe mondial disputées durant la fin de semaine. Et puis finalement, aussi, on va parler évidemment de nos Canadiens. Il y a eu Félix, il y a eu Denis qui ont joué à Monte Carlo, tandis que, bon, évidemment, il y avait les Canadiens en Coupe Fed. Il y avait aussi Bianca Andreescu, on va reparler de son cas, là, elle avec sa déchirure à l'épaule droite, mini-déchirure, on s'entend, là, ça a l'air de ne pas être si compliqué que ça, mais on va essayer de faire le point là-dessus. Puis justement, pour parler de tous ces sujets-là, on a la chance de retrouver au bout du fil notre collègue, l'analyste des matchs à RDS, Hélène Pelletier. Salut Hélène. Les deux Max, bonjour. Bonjour. Hélène, j'imagine que comme nous, ça a été la surprise un peu de voir Fabio Fognini offrir un tel niveau de jeu là, pour finalement connaître le succès après un début d'année, il faut le dire, pour sa part, assez ordinaire quand même. Là. Oui, il se présente à Monaco avec seulement 4 victoires. Lui qui avait décidé d'aller passer au mois de février un petit temps, évidemment, en Amérique du Sud, ce qu'il a fait quand même à quelques reprises en carrière, parce que c'est probablement un des plus beaux, lorsqu'il est à son meilleur, on s'entend, lorsque la tête est vissée du bon côté aussi, c'est probablement un des plus beaux joueurs de terre battue au monde. Pourquoi? Parce qu'il est capable de frapper des deux côtés, parce qu'il a un jeu de jambes incroyable, il comprend toutes les subtilités de la glisse sur cette surface. Il va chercher des balles extrêmement loin, à gauche, à droite. Il a une main en or, il est capable de faire ce qu'il veut à la volée, a produit des amortis de très, très grande qualité. Puis, vu que, évidemment, Monaco, c'est à 45 minutes de là où il est né, à San Remo. Il vit dans un tout petit village, pas loin de là non plus. Alors, tous ses amis, toute sa famille, les coachs qui l'ont aidé lorsqu'il était tout jeune, tout ce beau monde est capable en voiture, à 45 minutes de Monaco, se rendre et même retourner à la maison. On n'a pas à se farcir les hôtels à des prix de fou. Alors, c'était vraiment une ambiance extraordinaire. Puis je vous dirais, messieurs, principalement, que c'est cette foule-là qui a été capable de tenir Fognini à l'intérieur d'une épreuve aussi difficile que celle-là. Soyons honnêtes aussi, au mois d'avril, à Monaco, souvent il y a de la pluie, souvent le temps est froid, frais en tout cas, et il y a du vent. Puis on a eu un peu de tout durant ce tournoi-là. Alors c'est vraiment pas facile, il faut s'accrocher. On a vu que Fognini, par 2 fois, dont son premier match, il a tiré de l'arrière par un set et un bris, mais il a réussi à rester vivant avec des envolées. Puis je pense, messieurs, que le match le plus difficile pour moi, là, c'était lorsqu'on a joué, on était en quart de finale. Fognini jouait contre Coric. Les autres matchs auparavant avaient été extrêmement longs. Donc, c'était tard, on jouait le soir, les lumières sont pas extraordinaires à Monaco, c'est juste assez bon pour que ça reste un tournoi de l'ATP Série 1000. Puis il faisait froid, on voyait que les gens, là, c'était par amour. Toute la galerie présidentielle, là, les princes, oubliez ça, ils étaient eux tous dans leur château depuis quelques temps. Et puis il fallait vraiment s'arracher et s'accrocher. Puis il a rendu Borna Coric absolument fou sur le terrain. Alors, c'est vraiment une victoire méritée parce que il est un des plus beaux sur Terre lorsqu'il a le goût de jouer et lorsque, évidemment, son jeu est en place. Tu mentionnes son match de quart de finale avec raison, justement, Hélène. C'est vrai que
était en mesure de s'en tirer puis de montrer justement un peu toute sa panoplie de son jeu sur terre battue. Mais pas le choix également de mentionner son match de demi-finale contre Nadal. Il parvient à renverser le roi sur l'ocre depuis tant d'années, même tout simplement à Monte Carlo, qui avait remporté 11 fois ce titre. Selon toi, tu accordes comment le pourcentage de la victoire, le crédit à Fognini et peut-être Nadal qui a connu vraiment des difficultés, lui qui a mentionné que c'était probablement son pire match sur terre battue en 14 ans? Oui, puis je me souviens que Nadal avait tenu le même commentaire, son pire match sur surface dure lorsqu'il avait été battu par Denis Shapovalov à Montréal en 2017. Alors, non, on peut comprendre. Du côté de Nadal, on le sait bien, c'était une reprise au jeu. Blessé, ne peut pas jouer son match de demi-finale à Indian Wells, mais il faisait tellement d'erreurs. Puis en même temps, permettez-moi de vous relancer la balle, Thierry, les deux Maxime. Oui. Dites-moi, vous, que vous avez sûrement vu le match, le premier set, là, le fait que Fognini, alors qu'il tire de l'arrière par un bris à 3-1 dans la première manche, qui renverse la situation, ça, c'était extrêmement fort. Puis à un moment donné, à partir de là, à partir du moment où il met dans sa besace le premier set 6-4, il ne ratait plus une balle. Alors Nadal avait un mur devant lui. C'est sûr que c'était étonnant de le voir rater de toutes les manières en retour de service, deuxième balle qui n'avance pas quand elle n'est pas dans le filet, beaucoup de fautes directes. Puis en même temps, c'est comme s'il jouait contre son miroir, Nadal. Ça, c'est ce qu'il fait contre les autres. Alors je pense qu'il y a un peu de tout. C'est difficile de dire c'est parce que vraiment Nadal est passé à côté. Certes, il est passé à côté parce qu'il mettait pas de balle en jeu, mais pourquoi ne mettait-il pas de balle en jeu au deuxième set? Je vous le demande. Je pense qu'il faut donner, tu le mentionnais un peu, le crédit surtout à Fognini. Son revers m'a réellement impressionné. Il a martelé le coup droit de Nadal de bout en long en deuxième manche surtout, puis on voyait justement que la puissance embêtait l'Espagnol. Sans doute lui aussi, il l'a vu que justement Nadal avait de la difficulté avec son coup droit, donc il l'a martelé à gauche à droite. Puis également, je pense, moi ce qui m'a surpris aussi, c'est son niveau de créativité, l'amorti qu'il a utilisé à plusieurs reprises. Puis on sait, Nadal, souvent les joueurs hésitent à utiliser cette arme contre lui parce qu'il faut qu'elle soit tout simplement parfaite, mais l'Italien est en mesure d'en produire de très haute qualité. Puis aussi le fait qu'il y avait cette capacité à aller chercher la balle très rapidement. On sait que Nadal, ce qui donne beaucoup de fil à retordre à ses adversaires, c'est la hauteur avec laquelle il va chercher. Quand il met évidemment autant de spin sur ses coups. Fabio avait cette manière d'aller chercher les balles vraiment rapidement. Oui, la frapper tôt, cette balle-là, l'intercepter à deux mains, comme Novak Djokovic fait si bien lorsque Novak est à son meilleur face à Rafael Nadal. Et ça, c'est une clé fort importante. Puis c'est pour ça qu'il y avait eu également, messieurs, pendant une longue période, lorsque Nadal jouait contre Federer sur terre battue, et Federer n'y arrivait absolument pas parce qu'il le débordait tout le temps en le sortant du terrain du côté de son revers avec des balles à la hauteur de l'oreille. Le seul vraiment là qui le fait bien, c'est le jeune Dominic Thiem qui a quand même des victoires sur terre face à Nadal et on voit jusqu'à quel point c'est un haut fait d'armes, mais oui, sa façon d'intercepter la balle en revers, puis son revers, on sait qu'il a une créativité extraordinaire, qu'il a une main en or, qu'il est capable d'accélérer en coup droit, mais c'est vrai que ses revers et longs de ligne et surtout son revers croisé pour défier Nadal sur des balles rapides, ça a été vraiment une semaine de rêve. Évidemment, on a parlé de son talent et puis à quel point, quand toutes les choses s'alignent pour Fabio Fognini, ça fonctionne pour lui. Mais qu'en est-il de sa réputation, à ton avis, Hélène? Parce qu'on sait que c'est peut-être pas tout le temps l'idéal de ce qu'un gentleman devrait être sur un terrain. Parfois, Fabio Fognini, notamment sa façon de s'adresser aux arbitres, qui est parfois un peu douteuse. Donc, est-ce qu'il a la réputation d'un gentil garçon, Fabio, sur le circuit ATP? Je vais seulement vous donner les commentaires d'un analyste tennis de réputation, je ne vais pas le nommer, qui est britannique. Et il a dit tout simplement que Fabio Fognini, à l'extérieur du terrain, c'est un gentil garçon, puis qu'il était vraiment généreux, que tout le monde l'aimait, qu'il était drôle. Puis il a dit, lorsqu'il pénètre sur un terrain de tennis, il y met pied sur un terrain de tennis, he becomes another animal. Il devient comme une espèce de bête qu'on n'arrive plus à comprendre. Alors, ça a été le spectacle Fognini, quelquefois comédia dell'arte, d'autres fois c'était vraiment plus critique. Il s'est accroché avec l'énergie du désespoir. Il a tout fait, puis il a été brillant. Et moi, je suis contente de voir ça parce que lorsqu'on voit juste le mauvais garçon, et que c'est plate. C'est plate parce qu'on se dit, il a tellement de talent, ce garçon, il gaspille pendant une année. Mais là, on a eu de tout, puis on a surtout eu du beau. Alors, bravo.
Exactement. Je pense qu'on peut donner tout le crédit, comme tu le mentionnes. Si on passe d'une surprise peut-être à une autre, pas le choix de mentionner l'élimination de Djokovic. Celle-ci, par contre, on pouvait peut-être la voir venir tranquillement. Lui avait eu de la difficulté dès son premier match, en fait, contre Kohl Schreiber, puis ensuite contre Daniil Medvedev. Encore une fois, lui, il a connu de la difficulté. Mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est que c'est dans la façon qu'il a perdu au 3e set devant Medvedev. Bon, Medvedev était supérieur à la première manche, ça peut toujours arriver, n'est-ce pas? Djokovic revient, là c'était le vrai Djokovic au 2e set, rate pas une balle en fond de terrain, il a une ouverture, il va long de ligne avec son revers, sert assez bien, est très précis, redevient l'homme qu'on connaît, et il est numéro 1 mondial. On peut pas lui enlever cette étiquette, puis il est largement devant encore au classement. Mais de voir sa performance au 3e set, moi j'avais l'impression qu'il voulait pas gagner. C'est fou à dire, hein? Surtout à la toute fin, là, l'autre était nerveux un peu. Évidemment, il avait une grande avance, Medvedev au 3e set, que gaspille 2 parties. Puis là, on sentait qu'il y avait peut-être une remontée qui était possible. Et Djokovic, de la façon qu'il a servi à 5-2, c'est comme s'il avait donné le match à l'autre. Alors, moi, j'ai vraiment l'impression, puis c'est triste à dire, parce que dans un sens, les gens paient pour te voir jouer. Tu profites grandement des commanditaires, des millions de dollars, des millions et des millions, pour qu'à chaque fois que tu pénètres sur le terrain, comme Nadal le fait, que tu donnes ton meilleur. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il a fait... Cette année, là, il en avait assez. Il avait battu Kohl Schreiber dans un bizarre de match. Vraiment, si Kohl Schreiber avait été un peu plus allumé, il aurait gagné comme on a vu en Amérique. Contre Taylor Fritz, mais Fritz était fatigué. C'est pas nécessairement pièce qu'on portait sur terre. Et là, ce match-là, quand même, devenait important. Il n'a pas joué tant que ça sur terre battue, Djokovic. C'est son premier tournoi. Alors, s'il veut se préparer de la bonne manière pour Roland-Garros, c'est dangereux, messieurs, de commencer à tout donner seulement à Rome, à partir du tournoi de Rome, que les autres avant, ça n'a pas d'importance. Puis en même temps, est-ce qu'il y a un malaise quelque part? Est-ce qu'il est physiquement amoindri? Est-ce qu'il se passe des choses dans sa vie personnelle? Moi, j'ai pas vu sa femme de la semaine à la télé, là, on s'entend. Je ne sais pas. Je ne sais pas, on le sait jamais avec Novak Djokovic, mais c'était bizarre de la façon qu'il a perdu. Ouais, c'est mystérieux parce qu'il dit se concentrer, évidemment, c'est la bonne réponse à donner probablement, qu'il dit se concentrer sur les majeurs, puis on le croit quand il dit ça. Mais crois-tu qu'il a commis une erreur, Novak, quand il a un peu fait le choix de ne pas jouer beaucoup là, depuis son triomphe en Australie? On sait qu'il y a eu, je pense, une quarantaine de jours, peut-être même un peu plus, entre Melbourne et puis Indian Wells. Oui. Puis ensuite, après son élimination à Miami, je pense qu'il est parti en voyage là, une dizaine de jours avec sa famille. Donc, il n'y a pas eu tant de tennis à travers tout ça. Là. Oui, et c'est risqué. Et dans le fond, c'est Roger Federer qui a lancé cette façon de faire. Et aujourd'hui, on lit dans les nouvelles également que Kevin Anderson ne jouera pas du tout sur terre battue. Lui, c'est sûr qu'il a des problèmes au coude, puis il veut essayer de bien faire sur gazon ainsi que sur surface dure en Amérique après toute la séquence, là, Roland-Garros, Wimbledon. Personnellement, peut-être qu'il est plus usé qu'on pense, Novak Djokovic, parce que de la façon qu'il joue au tennis, ça prend une régularité tel un métronome en fond de terrain. C'est extrêmement demandant. Puis on a vu les jeunes loups jusqu'à quel point ils poussent les meilleurs dans leur dernier retranchement. Il n'y a pas un match de facile, dans le fond, sur le circuit. C'est sûr que c'est risqué, mais en même temps, s'il fait ce choix-là, alors qu'il est rendu au-delà de la trentaine, c'est étudié, il est un homme très précis, ça on le sait, il fait pas n'importe quoi. Je pense qu'il n'a peut-être pas le choix. Puis aussi, il faut rester frais mentalement, messieurs, et c'est ça qui est difficile quand on tient compte du fait que les saisons sont horriblement longues. J'ai le goût de t'entendre, Hélène, là-dessus. Tu l'as mentionné, Roger Federer qui, lui, est chez lui, qui se prépare tranquillement pour sa saison sur terre battue, qu'on va le revoir bientôt, lui, en vue de Madrid. Il voit les grandes têtes de série tomber à Monte Carlo, pas nécessairement être super convaincant. Nadal, qui est peut-être encore moindri. Là, tu mentionnes Djokovic, on ne sait pas trop. Est-ce que lui, ça le met encore plus en confiance, même qu'il aurait peut-être eu le goût d'entamer plus tôt sa saison? Comment tu penses que Federer se sent, lui, de voir ça, que c'est un peu plus compliqué, justement, pour ceux qu'on attend habituellement sur terre? Oui, puis à un moment donné, ça devient normal. Puis moi, je me souviens des commentaires de Roger Federer, parce que nous, évidemment, de l'extérieur, on s'imagine que, tu te prépares, tu te concentres sur tes matchs. Lorsque ton match est terminé, tu fais le point avec ton entraîneur. On travaille des petites choses à l'entraînement, soit la même journée, si le match n'a pas été long, soit le lendemain pour préparer le prochain match. Mais en même temps, on oublie qu'ils ont une tonne de responsabilités. C'est pas une entrevue sur le terrain, c'est une et une autre et une autre et une autre, et la conférence de presse, et les gens de ton pays, en français, en anglais, en italien. Honnêtement, là,
c'est toute une corvée. Et il y a une pression qui est grande et ça finit par vous fatiguer. Je sais que Federer, à chaque fois qu'il prend un temps d'arrêt et qu'il y va de sa première conférence de presse à un tournoi, il va dire « Je suis content de vous voir ». Puis il parle aux journalistes « Je suis content de vous voir » parce qu'évidemment, c'est très dur. C'est très, très dur de toujours comme ça. Là, j'espère vous faire rire, puis je veux juste être comique, là, rien de plus. Quand on est joueur de tennis et on joue sur le central comme les meilleurs au monde, à tous les jours, tu te mets tout nu sur la table chez le médecin. Tout le monde voit tes faits gestes, tout le monde essaie, puis nous, les premiers, on essaie de disséquer. « Ah, sa femme est pas là, qu'est-ce qui se passe? » Alors, blablabla, tout autour. Puis, c'est des millions de personnes qui regardent ça maintenant. Ils nous donnent un tel spectacle, les meilleurs au monde. Alors, j'imagine que ça devient épuisant, ça devient usant. Et au-delà de la trentaine, depuis qu'ils sont tout jeunes chez les juniors, même lorsqu'ils commençaient, ils étaient les meilleurs, ceux-là. Alors, peut-être qu'il y a ça aussi qui devient difficile à la longue. Exactement. Puis là, on ne parlera pas encore d'un des meilleurs au monde. On va espérer en devenir, mais on ne va pas aller trop vite avec lui. Je veux parler de Félix Auger-Aliassime. Tu as fait un blog d'ailleurs sur rds.ca à ce propos, lui, après sa défaite à son match de deuxième tour contre Alexander Zverev. Soupçonnait une blessure à une hanche de son côté. Ça ne semblerait pas sérieux. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Oui, en fait, moi, j'ai eu la puce à l'oreille lorsque j'ai vu Félix Auger qui a commencé son match à Monaco devant un joueur issu des qualifications, Juan Ignacio Lorendo. Évidemment, tous ces joueurs-là, Félix a joué contre eux en satellite et en challenger. Alors, des fois, il y a des petites revanches à prendre. Il faut qu'il prouve qu'il est le meilleur sur le terrain. Et ça, c'est tout nouveau que ça arrive, franchement, beaucoup plus vite que ce à quoi on s'attendait, à 18 ans seulement. Et là, soudainement, il commence son match tout feu, tout flamme. Mon Dieu, qu'il était beau en début de match. Je sais pas si vous vous souvenez. Mais en bout de ligne, à un moment donné, mène 5-2, devient ultra nerveux et encore une fois ralenti par les doubles fautes. C'est fichu de double faute. Puis il faut pas avoir cette réputation-là sur le circuit. Après, évidemment, le fameux match à Miami devant John Isner. Alors, là, il enchaîne et au deuxième set, messieurs, moi, ce que je vois de lui, c'est qu'on sait que, je vais essayer de faire ça rapidement parce que, évidemment, un de mes mandats, c'est de le surveiller. Je ne rate rien de lui. Tout ce que je peux voir sur Internet, à la télé, je vais le voir parce que il m'impressionne tellement physiquement. C'est un chat. Félix le chat, hein, elle est facile à trouver celle-là. Mais il est très félin. Donc, quand il va chercher une balle qui est loin, il saute sur la balle en coup droit, il retombe, il pousse sur ses jambes. Et il y a une dynamique à ça que je ne voyais plus au deuxième set. Je voyais même une délicatesse lorsqu'il allait chercher une balle qui était loin du côté de son coup droit. Et je trouvais qu'il avait tellement de difficultés avec sa deuxième balle de service. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en deuxième balle de service, normalement, tu lances ta balle beaucoup plus dans ton dos pour créer un effet brossé, pour aller envelopper la balle de l'intérieur de la balle jusqu'à l'extérieur, tout en poussant vers le haut pour donner des rotations, énormément de rotations sur la balle. Et ça, avec la hanche, c'est plus demandant. Alors, je mettais tout ça ensemble, je le regardais aller, puis il était loin, puis il était de mauvaise humeur. Je me suis dit, mais ça sort de où tout cela? Il est où notre beau jeune qui, dans le fond, commence sur terre battue, c'est cette belle saison? Et là, je comprenais plus rien. Puis à un moment donné, je l'ai vu grimacer. Un autre moment, je l'ai vu grimacer. Puis il ratait toujours lorsqu'il était un peu débordé. Pourquoi il était débordé? Parce que soudainement, il décide d'être loin derrière la ligne de fond. Puis je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, à force de voir tout ça, et de constater également qu'ils ont déclaré forfait, Denis Shapovalov et lui, en raison d'une blessure à la hanche. Oui. Et ça, évidemment, aucun journaliste n'a vu ça. Aucune conférence de presse où il en a parlé. Si personne n'en parle, c'est pas lui qui va l'annoncer au monde entier, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors là, à partir de ce moment-là, c'est sur le tableau du double, tu lisais tout en bas, là, parce qu'on donne qui sont les lucky losers, qui sont les joueurs qui ont leur place, soit alternate, soit lucky loser, et les joueurs blessés qui déclarent forfait lorsqu'ils sont dans le tableau. C'est écrit Félix Auger-Aliassime, hanche. Alors là, j'ai appelé Louis Borfiga, qui était là-bas, à Monaco. Il est monégasque. On sait que, bon, on en a déjà beaucoup parlé. Il a facilité le transfert de Félix, qui s'est installé maintenant à Monaco pour toutes les raisons que l'on connaît maintenant et qu'on comprend. Je l'espère. Oui. Alors, tout ça pour dire qu'il a dit oui, il y a un malaise, il y a un petit quelque chose. Je lui ai demandé Louis, parce que Louis Borfiga, c'était un ancien grand joueur. Hein? On jouait dans la même époque, imaginez-vous donc. Et Louis, il était très bon, puis il est devenu un coach fantastique en France, avec les Monfils, Gaël Monfils, Joe Wilfried Tsonga et tout ça.
Et j'adore cet homme parce qu'il est honnête. Puis il va pas se cacher. Il a dit, c'est sûr qu'il y a un malaise, mais on a des rendez-vous chez le médecin qui sont prévus et tout ça. Ce n'est pas, Hélène, ne t'inquiète pas. Jamais son coach qui est avec lui présentement, Guillaume Marx, ne le laissait jouer s'il était blessé, qu'il y avait une chance qu'il aggrave. Mais ça fait quand même quelque chose qui le taquine, quelque chose qui vient comme... Quand tu rates un coup que tu sais que tu rates pas normalement, t'as le goût de te plaindre. Hein? Ouais. T'as le goût d'être frustré, puis tu n'es pas le même, t'es pas relax, t'es pas zen, t'es pas positif, tu chiales beaucoup plus. Alors ça a une incidence. Maintenant, on m'a promis qu'il n'allait pas jouer à Barcelone. Il est prévu demain. OK. Contre Malek Jaziri, et que s'il joue, c'est parce qu'il est bien et assez bien. Donc presque à 100% finalement. Mais il y a un petit quelque chose. Bon, on va garder un œil là-dessus. Puis ça montre juste, je pense qu'on est choyé de t'avoir parce que toi, tu as su remarquer cette blessure. Il nous mentionnait que maintenant, on a eu la chance d'en discuter avec toi. Bravo pour ta rigueur journalistique. Puis on comprend maintenant qu'on ne doit pas donner trop d'importance aux résultats de son match suivant contre Zverev qui avait été, somme toute, assez bref. Oui, mais vous avez vu comment il avait peur au début du match. Il avait peur de se blesser. Pour moi, c'était évident. Et Louis Borfiga a aussi ajouté un petit élément, messieurs, c'est que, évidemment, Zverev demeure à Monaco aussi. Zverev, même si là, il a perdu aussi aujourd'hui, il n'est pas bien, lui, mais lui, ses raisons sont différentes. Il a été malade, puis il est rendu lent sur le terrain. Mais Zverev est 3e au monde. C'est la première fois que Félix jouait contre un joueur aussi haut classé, puis il était un peu impressionné. C'est tout à fait normal. Oui, exact. Ben, Hélène, merci encore une fois pour ton intervention. On va continuer à te suivre avec Yvan pour cette belle saison sur terre battue. Merci, messieurs. Bye-bye. Merci infiniment. Bye-bye. Encore une fois, intéressant, ces propos éclairants, justement, qu'on a la chance parfois de voir ou pas voir, justement. Puis Hélène qui a su mettre le doigt sur exactement Félix, ou une blessure à une hanche. C'est subtil. Puis comme elle dit, c'est pas les joueurs qui vont aller l'annoncer en conférence de presse lorsqu'ils n'ont pas à jouer, qui sont blessés, justement. Il faut noter les petits détails, justement. Puis c'est vrai que les deux, en se retirant du match de double, c'est qu'il y avait anguille sous roche à quelque part. Puis là, on a un propos éclairé un peu plus. Et on verra, justement, avec son match. Justement, son premier match on a l'information, puis on sait qu'il faut surveiller ça attentivement, savoir est-ce que Félix va jouer son match de deuxième tour à Barcelone demain. Exactement. Malgré tout, son résultat à Monte-Carlo, encourageant, simplement si on regarde sur le plan statistique, il grimpe au classement et franchit finalement la fameuse 32e place mondiale qui assure pour le moment d'être tête de série en vue d'un tournoi du Grand Chelem. Donc pour lui, là, ça va être de se maintenir jusqu'à temps que le tableau sorte à Roland-Garros, en fait que les inscriptions soient faites, rentrées, scellées. Donc pour lui, ça va être de se maintenir justement dans ces fameuses 32 premières têtes de série pour éviter un affrontement des plus corsés au premier tour. Oui, puis on a déjà parlé le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de points à défendre parce que sa saison 2018 n'avait pas eu beaucoup de points engrangés au classement. Ça l'aide justement dans cet objectif-là de terminer, pas de terminer, mais d'arriver près de Roland-Garros parmi les 32 premiers. Oui, j'espère pour lui en même temps que cette blessure à la hanche va être bénigne un peu parce qu'on le sait, Félix Auger a travaillé sur cette surface. Sans dire que c'est peut-être sa surface de prédilection, a préféré même l'an dernier de côté. À voir comment il a joué sur le dur, je ne sais plus c'est laquelle. Exactement, c'est ça. C'est là que je me suis comme accroché parce que l'an dernier, on l'a vu, a préféré continuer sur terre battue au lieu d'aller sur gazon. Donc, il aime cette surface. Son jeu se marie bien avec cette surface. Donc, j'avais hâte justement de le voir dans cette série de tournois. Donc, on va espérer que ça ne soit pas trop grave de se compter pour la hanche puis qu'on va avoir déjà des réponse en fait avec son match à Barcelone. Oui, on va espérer que M. Borfiga dit vrai quand il dit que c'est un pépin somme toute assez anodin. Exactement. Si on passe à un autre Canadien qui était présent à Monte-Carlo, Denis Shapovalov, lui, ça a été, disons-le, plus expéditif. En fait, il a perdu son match de premier tour contre Jan Lennard Struff. Ouais, j'ai pas particulièrement aimé sa performance. Honnêtement, c'était beaucoup de déchets dans son jeu, plusieurs fautes directes. A gagné le premier set. Oui. Ensuite, ça a été vraiment, vraiment difficile pour lui. Beaucoup de doubles fautes, notamment. On ne le sentait pas vraiment dans son élément, Denis. On sent que lorsque son jeu n'est pas tout à fait en place, ça devient compliqué pour lui, tente soit de surjouer ou encore une fois, c'est ces fameuses fautes directes dans son cas qui reviennent le chercher. Puis sur terre battue, lui, je pense que c'est plus compliqué encore une fois parce qu'il veut tout le temps frapper plus fort que l'adversaire, inévitablement. Puis lorsque ça devient compliqué d'aller chercher les coups gagnants parce qu'il faut que tu travailles plus tes points justement sur cette surface, ça commence véritablement à être compliqué pour lui. Puis je pense qu'on a eu une belle preuve ici dans ce match. Là, que normalement, Denis ne devrait pas échapper, du moins, mais bon, ce n'est qu'un match, ce n'est que son début de saison, lui aussi, sur terre. Donc, on va laisser une chance. Il a la chance de se reprendre dès cette semaine parce qu'à Barcelone, il est une tête de série, donc il devrait jouer au cours des prochains jours son match de deuxième tour qui va être contre le Chilien Cristian Garin, qui est un spécialiste de la terre battue. Mais un adversaire quand même très prenable pour exactement, classé 48e au monde. Mais les deux joueurs se sont déjà affrontés par le passé. C'était en 2016 en Coupe Davis. Donc, Shapovalov a déjà des bases sur lesquelles
préparé en fait pour ce premier match à Barcelone en fait de son côté. Tout de même rafraîchissant de voir 2 Canadiens déjà tête de série dans un tournoi de la sorte qui profitent de laisser passer dès le premier tour. Je sais pas pour toi, mais c'est encourageant. C'est une autre preuve comme qu'on va être gâtés dans les prochains mois, prochaines années, ça c'est certain. Écoute, si ça te dérange pas, on pourrait revenir un peu sur nos impressions du tournoi de Monte Carlo. De Monte Carlo, on finit qu'on ne sait plus lequel utiliser. Mais faut quand même parler de à quel point c'est impressionnant ce que Fognini a fait. 9e titre sur le circuit ATP et son premier en Masters 1000. On l'a dit, a battu Coric, Zverev et Nadal pour en arriver là. Exactement. Donc, vraiment impressionnant. Et puis, c'est encore plus impressionnant du fait que à Monte Carlo, généralement, c'est pas des outsiders qui se pointent à la toute fin. Je regardais, là, il y a une stat. Depuis 2004, il y a tout le temps eu un du Big Three, c'est-à-dire Djokovic, Nadal ou bien Federer qui était de la finale. À Monte Carlo. Donc, ça montre à quel point c'était improbable d'avoir une finale Fognini-Lajovic. En partant, lorsque tu as Nadal qui remporte le tournoi 11 fois au cours de cette séquence, tu te dis c'est bon, tu en as déjà un des deux. Puis les autres fois, en finale, Djokovic l'a remporté 2 fois. C'est lui le dernier d'ailleurs qui avait battu Nadal à Monte Carlo en 2015 lorsqu'il avait gagné le titre. C'est vrai. Et éventuellement, il avait battu Nadal auparavant. Puis il y avait eu Stan Wawrinka aussi qui a remporté sur Terre. Mais sinon, si on remonte avant ça, c'est un Guillermo Correa avant l'ère Nadal, si on veut. Ça montre à quel point ça fait longtemps. Donc exactement. Ça sort un peu de l'ordinaire d'avoir une finale de la sorte, mais en même temps, j'ai l'impression que sur le circuit de l'ATP, il y a une vague au cours de la dernière année où ce qu'on ne voit pas nécessairement justement tout le temps, c'est les joueurs du Big Three ou Big Four, si on voulait l'appeler ainsi avec Andy Murray avant. Ça me faisait penser un peu l'an dernier au titre de John Isner du côté de Miami qu'on n'attendait pas du tout. Juan Martín del Potro, même chose, c'était leur premier titre en Masters 1000. Puis on parle des joueurs qui étaient à la trentaine ou qui y arrivaient dans le cas de del Potro. Donc ces joueurs qui semblent plus en plus faire leur place, on dirait qu'ils se sentent plus à l'aise, moins de pression peut-être sur le circuit, plus ils avancent dans l'âge, puis ils sont en mesure de profiter de leurs occasions. Fognini, moi, ce qui m'a impressionné, Hélène en a parlé long en large, c'est pas son manque de talent en soi. On savait qu'il était présent. Oui. C'est comment justement qu'il se sent sur le terrain, son état d'esprit. Puis moi, ça m'avait impressionné contre Nadal, en fait, dans le sens où il s'est fait briser en début de rencontre. Je pensais que c'est le genre de match où tu peux clairement voir Nadal filer avec la rencontre, puis Fognini tout simplement se frustrer, tenter des coups extraordinaires parfois. Il va faire les faits saillants du match avec un superbe coup, mais il ne sera pas en mesure de s'imposer sur la longueur du match. Ouais. Là, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Il a été en mesure de renverser la vapeur puis de se garder concentré dans la rencontre, même si ça a été compliqué pour lui de fermer les livres à la fin de deuxième manche, lorsqu'il menait 5-0, puis 40-0 même. C'est 3 balles de match. Nadal en retour, d'un coup, commence à ramener balle dans le jeu. Là, je me disais, c'est pas vrai qu'il va commencer à flancher. Un coup que le 5-0, le 6-0 a été évité, on se disait quelle va être la réaction rendue là, mais ça prouve à quel point Fognini est tout simplement énigmatique. Il y a de ces joueurs, là, il y a lui, il y a Kyrgios qui est. Quand il est dans sa zone, Kyrgios, c'est le même genre de joueur où il est une menace pour n'importe qui, même les plus grands. Mais effectivement, on l'a abordé ce point-là. Nadal disait qu'il avait l'impression d'avoir joué son pire match sur terre battue depuis 14 ans. Donc, effectivement, il affrontait pas le meilleur des Rafa. Puis ça se voyait même depuis le tour précédent. Parce que Nadal a quand même... oui, ça a été une victoire en 2-7, mais ça a été 7-6, 6-3 contre Guido Pella, la ronde précédente. Puis en ayant perdu ses 3 premiers jeux au service du match. Quand est-ce qu'on voit ça de la part de Rafa, de perdre ses 3 premiers jeux au service dans un match sur sa surface préférée? Donc déjà là, il y avait un petit doute qui s'était installé dans l'esprit de bien des gens, je pense, en voyant à quel point c'était chancelant avant même d'arriver à son match demi-finale contre Fognini. Je dirais, vu que le fait que c'est Rafael Nadal, j'avais pas trop de doute pour lui, d'où la surprise, en fait, c'est évident, lorsqu'il se fait sortir sur un tournoi sur terre battue, elle est évidente pour tout le monde, mais lorsque je regardais son tableau, je me disais, pour un retour à la compétition, c'est vraiment compliqué ça va être vraiment compliqué pour l'Espagnol. On parle quand même de Roberto Bautista Agut dès son premier match, en fait, donc son match de deuxième tour. Il s'en est débarrassé. 2 manches de 6-1, c'est ça. Il m'a totalement impressionné là-dessus parce que normalement, s'il y a bien un joueur qui peut t'accrocher, même si c'est peut-être pas, justement, encore une fois, c'est un métronome, Bautista Agut, sauf que Nadal peut te battre en puissance, évidemment, lorsque c'est sur sa surface de prédilection. Mais ensuite, il doit quand même affronter un Grigor Dimitrov dès le 3e tour. C'est pas toujours facile. Si on parle d'un joueur qui parvient à bien se déplacer, c'est bien Dimitrov. Donc, encore là, il y a eu des droits des échanges très accrochants entre les deux joueurs. Là, tu as mentionné, contre Pella, c'est là qu'on a vu véritablement que ça s'est compliqué pour Nadal. Puis là, ensuite, contre Fognini. Moi, je me souviens pas la dernière fois que j'ai vu Nadal rater autant de coups droits faciles ou de renvoyer des balles sans vie nécessairement. Tu le mentionnes, ces balles, normalement, il est capable de les mettre à la hauteur des oreilles des joueurs, mais elles avancent encore. Là, on voyait la hauteur de la balle, mais Fognini pouvait générer dans cette balle comme il voulait. Évidemment, il était dans une très bonne journée, donc a pleinement profité. Encore une fois, on l'a mentionné avec Hélène, son revers était en mesure de faire mal à Nadal sur un coup droit, ce qui normalement est très compliqué parce que Nadal peut aller chercher des coins, de promener.
Mais là, sa balle avançait tout simplement pas, puis c'était compliqué, on le voyait. C'est rare qu'on voit une si grande différence de puissance de coup qui est en désavantage de Nadal face à un adversaire. C'était clairement Fognini qui avait le plus de puissance, le plus de mordant dans ses coups. Puis ça, justement, ça revient à dire qu'il probablement du fait qu'il allait les chercher, il était si près de la ligne de fond pour aller chercher les coups de Nadal. C'est sûr que ça a nuit à Rafa là-dedans. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui souhaiteraient revoir les parties de ce match, j'invite à avoir des faits saillants. Longs faits saillants, on voit clairement Nadal frapper la majorité de ses balles en reculant, ce qu'on ne voit pas habituellement dans son cas. Donc évidemment, là, c'est difficile, encore une fois, de plus générer. Tu as beau être fort du haut du corps, c'est beaucoup plus compliqué lorsqu'il a été pris pour reculer. Donc on voit que Nadal n'était vraiment pas dans une de ses bonnes journées. Oui, il y a le vent qui a été présent toute la semaine. On a entendu beaucoup Djokovic aussi se plaindre de ses conditions atmosphériques, sauf que c'est la même chose d'un sens pour les deux joueurs. Certains que ça se prête mieux pour certains selon leur style de jeu. Sauf que je pense que Nadal a vraiment été embêté. À quel point il était dans une mauvaise journée également. Puis il faut donner le brio aussi à Fognini dans cette histoire. Ouais. Ben, il n'a pas parlé, Nadal, pour conclure peut-être à son sujet, il n'a pas parlé en conférence d'après-match d'une blessure en tant que telle qui l'afflige. Mais je pense que c'est peut-être le résultat de plusieurs semaines à traîner des petites blessures qui ont fait qu'il n'a pas pu avoir... on sait que Nadal, il faut qu'il frappe des balles. On dirait que c'est dans sa mentalité. Frapper des balles, soit en match, soit en entraînement. C'est un gars qui, pour trouver son air d'aller, doit vraiment accumuler des matchs pour vraiment entrer dans cette zone-là qu'on connaît de Rafael Nadal. Puis je pense que, justement, d'avoir été hypothéqué par les blessures pendant plusieurs semaines depuis la fin du calendrier sur dur, ça lui a pas permis d'avoir... cette quantité de balles-là qu'il aime frapper pour le rendre le Nadal qu'on connaît. On a le doute qu'il va trouver son rythme éventuellement, puis ça va être là que ça va devenir compliqué pour ses adversaires. Puis c'est là en même temps, d'où ma question à Hélène, si t'es Roger Federer, est-ce que tu aurais presque préféré commencer ta saison sur terre battue en même temps que tout le monde pour dire que tout le monde, pas nécessairement à son aise, est encore en train de chercher un peu ses repères, surtout que Federer, là, on le sait, lui, va s'agir de retour sur terre, il n'a pas joué depuis 2016. Depuis 2016, oui. Exactement. Puis en plus, c'est ça, il regardait ça, puis probablement qu'il se disait, hey, Monte Carlo, c'est un des 2 seuls Masters 1000 que j'ai pas remporté. Puis là, je suis en train de voir une finale Fognini-Lajovic. à quelque part là-dedans, je suis sûr qu'il y a eu un petit pincement au cœur. Il s'est demandé s'il n'aurait pas dû s'inscrire à ce tournoi-là à Monte Carlo. Exactement, mais je pense pas non plus que c'était un hasard. On l'a vu publier sur les médias sociaux cette semaine, justement, une vidéo de lui à l'entraînement un peu sur terre pour montrer qu'il se remettait en forme. Je pense que c'était pas un hasard, c'était justement pour montrer à quel point là, qu'il se prépare justement en vue de Madrid. Là, c'est le retour qu'il vise. Ouais. Donc, moi, j'ai bien hâte de voir ça. Il va falloir attendre encore. Là. C'est le 5 mai, le début de Madrid. C'est pas tout de suite, mais disons que ça me donne l'eau à la bouche de revoir un Federer dans ce tableau parce que ça a été... Là, on a parlé de Nadal, on a parlé de Djokovic avec raison, mais d'autres ténors sur terre, Dominic Thiem, que ça a été nullement convaincant pour lui. Puis s'il y en a bien un au cours des 2 dernières années qu'on se dit il peut peut-être battre Nadal à Roland-Garros, à part Djokovic, évidemment, c'est bien Thiem qui revient dans la discussion avec raison, comme on a vu l'an dernier en finale, même s'il n'a pas été en mesure de s'imposer. Encore une fois, c'est Nadal qui a fait la leçon. Mais on se dit son jeu est là, est présent. Encore une fois, ça a été compliqué pour lui. Une boîte à surprise, je pense, Thiem. Déjà, normalement, c'est plus le cas sur surface dure. Il a connu du succès à Indian Wells. Là, il arrive sur sa surface qu'on s'attend à le voir, mais bon, c'est le premier tournoi. Mais qui est réellement constant en ce moment-là? Tu parles de Thiem, il y a aussi Zverev qui manque un peu de constance. La preuve, c'est qu'au moment d'enregistrer le balado, il y a le tournoi de Barcelone qui est déjà bien amorcé. Puis à son premier match, Zverev a perdu donc en 3-7 devant Nicolas Jarry, pas l'Argentin, mais le Chilien, pardon. Exactement. Donc, une autre élimination hâtive pour Zverev. Exactement, Hélène l'a mentionné, il n'est pas à 100%, lui, c'est plus, il est affaibli probablement par un virus qu'elle disait, mais pour lui, il va falloir qu'il se règle ça rapidement parce que les points arrivent. Lui, il va devoir les protéger parce que sinon ça va devenir compliqué. En ce moment, c'est bon, il maintient son classement encore 3e, mais ça peut devenir compliqué très rapidement pour Zverev. Disons que on l'avait mentionné lors de notre dernier épisode, c'est une séquence cruciale pour lui en vue de sa saison. Là, disons qu'elle commence du mauvais pied, donc on va voir comment il va pouvoir se replacer pour lui avec les tournois qui s'en viennent. Un des points culminants, ça va être Madrid, qui est champion défendant du tournoi, donc ça va être intéressant de regarder ça. Ben, Max, il n'y a pas seulement eu du tennis masculin qui s'est joué en fin de semaine, un peu partout en Europe, puis peut-être même à travers le monde. Là. Il y avait des matchs de qualification, de barrage pour la Coupe Fed. Pour la Coupe Fed, ben oui. Puis ben, le Canada était en action. Logiquement, il partait négligé contre la République tchèque, sachant que ses têtes d'affiche manquaient à l'appel. Bianca Andreescu, blessée à l'épaule droite. Eugénie Bouchard qui prend une pause pour l'instant. Et puis Françoise Abanda qui n'était pas là non plus. Donc ça laissait, même si la République tchèque n'avait pas non plus ces deux grandes têtes de série, les numéro 3 et numéro 4 mondiales, Kvitova et puis Pliskova,
c'était une commande ardue pour le Canada, puis les choses se sont déroulées logiquement avec une défaite de 3 matchs à 0. Exactement, ils ont joué le match de double en fait pour la forme en soi. Là. Il fallait permettre à Dabrowski et Fishman de jouer. Je pense pas qu'il fallait. Lorsqu'on a vu la confrontation pour les joueurs qui étaient impliqués, je pense malheureusement c'était pas le résultat qu'il fallait regarder. C'était un peu, on va dire, le cliché trust the process. Le processus. Exactement, voir vers où on s'en va. Parce que lorsqu'on regarde les joueurs qui ont été impliqués, tu l'as mentionné, Andreescu évidemment, maintenant c'est l'étoile canadienne du côté féminin avec son début de saison incroyable. Tout le monde voulait l'avoir. Puis même elle avait mentionné avec sa blessure lorsqu'elle avait quitté Miami qu'elle espérait pouvoir jouer la Coupe Fed. Finalement, c'est pas le cas. Elle vise maintenant un retour à Madrid davantage. Ouais. On peut peut-être parler de sa blessure. Tu l'as mentionné, c'est une mini-déchirure. On ne s'attend pas à ce que ce soit nécessairement compliqué. C'est juste ça retarde en ce moment son retour à l'entraînement. Donc, ça va être de voir pour elle quand est-ce qu'elle va pouvoir retrouver la forme puis justement pouvoir commencer à frapper des balles puis jouer sur terre battue. Sylvain Bruno a mentionné justement qu'il avait hâte de voir sa protégée sur cette surface. Donc, on espère dans son cas que ça sera pas trop là, que ça va pas trop s'étirer comme blessure en soi. Mais c'est certain que si tu es privé d'Andreescu, là, j'entends déjà certains penser ou dire ouais, Eugénie Bouchard, elle connaît des difficultés elle aussi, c'est pas garanti de succès, tout à fait d'accord. C'est pas non plus pour elle, encore une fois, c'est un début de saison difficile. Sauf qu'en Coupe Fed, récemment, Eugénie a très bien fait. On se souvient l'an dernier à Montréal, contre l'Ukraine, justement dans le match de barrage, a été remporté ses 2 matchs de simple. Je veux pas, c'était à Montréal, ça a semblé quand même galvaniser la foule à ce moment. Elle avait été la joueuse de la fin de semaine pour le Canada. Une compétition mondiale comme ça, des fois, ça vient chercher le meilleur d'un joueur, d'une joueuse. Tout à fait. Et puis, c'est ça, cette ambiance-là qui entoure la compétition, que ce soit la Coupe Davis ou la Coupe Fed. Je pense que l'expérience devient un facteur intéressant des fois d'avoir cette expérience-là. Puis ça a cruellement manqué au Canada, qui sait, on le sait, qui a dû se fier à Rebecca Marino et à quand même la jeune Leila Annie Fernandez à 16 ans et 7 mois, plus jeune participante à une compétition du groupe mondial de tous les temps à 16 ans et 7 mois. Donc c'était vraiment dans un but d'apprentissage plus qu'autre chose que le Canada en plus qui jouait en République tchèque, donc n'avait pas cet avantage-là, si on veut, d'avoir les encouragements de la foule, donc ça nuisait un petit peu plus. Exactement, c'est une belle opportunité, c'est d'où pourquoi on parlait que les résultats importaient peu. En fait, c'est évident que les joueurs, puis surtout connaissant Leila, elle voulait aller gagner, elle voulait pas aller là pour simplement prendre l'expérience, sauf que soyons réalistes en même temps, elle a joué contre la 46e joueuse au monde, Marketa Vondrousova. Qui est une excellente... une étoile montante du circuit WTA. C'est justement ça que l'expérience est beau dans tout ça, c'est que ça permet justement à Leila d'être confrontée à des joueurs que normalement elle ne verrait pas, elle, sur son circuit justement en ce moment chez les juniors. Donc ça peut déjà permettre de voir qu'est-ce qui manque pour son jeu, qu'est-ce qu'elle peut travailler éventuellement pour passer à la prochaine étape. C'est pas tout de suite, mais c'est déjà un bon indicateur pour elle. Puis moi, j'ai bien aimé aussi le clin d'œil qu'on a fait à Marino en l'invitant pour jouer. Ça montre à quel point, justement, elle est revenue de loin. Là. On connaît son histoire, évidemment. On en parle dès qu'on a la chance à propos d'elle. Mais encore une fois, qu'elle soit en mesure de prendre part à cette compétition, de jouer ces deux matchs, évidemment, moi, je trouve que c'est tout simplement un beau clin d'œil dans son cas. C'est une belle marque de confiance aussi. Montrer qu'elle a réussi son retour, qu'elle est présente en ce moment. Puis elle est 198e au monde. Là. Elle ne sort pas de pas mériter cette place, justement, lorsqu'on a vu qui n'était pas disponible du côté du Canada. Puis ensuite, c'est un beau clin d'œil avec Leila Annie Fernandez à faire jouer, de voir qu'est-ce qu'elle peut faire. Puis on verra pour la suite des choses. Donc oui, résultat logique, le Canada qui va être dans le groupe 2, en fait, l'an prochain. Oui, il a été relégué au groupe mondial 2. C'est ce qui en est pour le Canada. Ailleurs dans la Coupe Fed, parce qu'il y avait des matchs qui allaient décider, dans le fond, de la finale qui va se jouer en novembre prochain. Et finalement, ce sera Australie contre France. L'Australie qui a gagné contre le Bélarus. Puis dans les deux cas, les deux demi-finales, autant Australie-Bélarus que France contre Roumanie, ça s'est rendu là, au match décisif, un match de double qui a dû trancher par rapport à ça. Du côté d'Australie contre Bélarus, ça s'est terminé avec un match de double. Stoger, la vétérane, et Barty contre, du côté du Bélarus, Azarenka et Sabalenka. Et puis finalement, c'est ça s'est décidé là, à la toute fin. L'Australie qui l'a emporté grâce à Barty et puis Stoger. Très belle marque de confiance. Tu me le mentionnais avant qu'on commence à enregistrer à l'endroit de Stocher parce qu'elle avait compliqué à son match précédent. Ben oui, c'est ça. Elle avait perdu en 59 minutes 6-1 devant Azarenka. Et puis l'Australie a pris une chance en disant t'es le genre de compétitrice qui va bien se remettre de ça, qui va rebondir. Et puis le jour même, là, quelques heures plus tard, s'en va remporter avec sa partenaire de double, Ashley Barty, le match qui fait la différence. Donc, belle marque de confiance envers Stocher. Puis
elle a récompensé sa capitaine. Exactement. Puis il faut le mentionner quand même, Barty, qui est l'étoile australienne en ce moment. Elle connaît évidemment un bon début de saison, encore une fois, sur le circuit tout simplement de la WTA, mais déjà dans ce tournoi, elle est en mesure de battre Azarenka, qui elle était sur une série de 13 victoires consécutives en Coupe Fed dans ses matchs. Donc ce n'était pas rien. Puis là, de voir l'Australie, évidemment, passer en finale, on peut les féliciter. Puis dans le cas de la France en soi, ben, on peut dire, encore une fois, tu l'as mentionné, un match de double qui est venu trancher le tout. Puis c'est peut-être une déception vraiment amère, je pense, du côté de la Roumanie. On sait que Simona Halep, c'était un objectif pour elle cette saison, justement, de participer à cette finale de la Coupe Fed. Elle y tenait véritablement. Pas être en mesure de se qualifier cette fois-ci en raison de la paire française Caroline Garcia et Kristina Mladenovic qui l'ont emporté de leur côté pour donner le billet d'un set de retard aussi dans le cas de Garcia et Mladenovic qui affrontaient Halep et Niculescu. Finalement, c'est ça. Ça a été du côté des Françaises, donc qui vont affronter l'Australie en novembre prochain en Australie, si je ne me trompe pas. Exactement. Puis dans les autres confrontations, moi qui avait noté mon attention, c'était les Américaines qui, eux, un peu comme le Canada, disputaient leur match de barrage, puis eux ont raison de la Suisse, donc pour se qualifier en vue de l'an prochain. Donc, du côté des Américains, on est en mesure d'obtenir leur billet pour suivre, en fait, de garder leur place dans le groupe mondial. Ben, excellent pour ça. Écoute, Max, je pense que ça ferait le tour pour cet épisode. Un retour déjà, un premier tournoi sur terre battue qui donne l'eau à la bouche, je dirais, pour la suite de la saison. C'est pas nécessairement le dénouement qu'on s'attendait. On en a parlé avec vous long en large, mais je pense que ça me donne simplement le goût pour la suite des choses. Déjà Barcelone qui est bien en branle. Déjà des surprises avec Zverev qui est éliminé rapidement. Donc ça va être de voir comment ça va se placer pour la suite des choses. Oui, il reste encore 5 semaines avant Roland-Garros. Donc il peut se passer une tonne de choses. On sait que ça peut changer vite le portrait au tennis. Donc on vous invite à suivre tous ces tournois-là sur... Regardez la grille horaire pour suivre ces tournois-là à RDS en compagnie d'Hélène et Yvan. Exactement. Nous, on vous invite à un prochain épisode, évidemment, un retour. Et encore une fois, avant Roland-Garros, on va se reparler un peu. Oui, merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine. À la prochaine.